Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Ensemble au Salon, l'émission quotidienne qui vous accompagne depuis déjà 9 jours et jusqu'à demain, dimanche 12 novembre, pour célébrer le 24e Salon du livre francophone de Beyrouth. Un salon grouillant de monde, surtout durant ce week-end. Venez nombreux, n'hésitez pas à venir rencontrer vos auteurs préférés et surtout participer aux diverses activités pour grands et petits qui sont organisées au Biel au sein de ce salon. Notre première rubrique, Silence, on tourne. Vous m'avez fait souffrir, je ne suis plus la fille qui s'efface, que l'on rejette dans l'ombre d'une impasse. C'est vrai, je suis viens m'applaudir, on m'apporte des fleurs avec des sourires. هلا وقت فت على UCLA وشفت السينما وتعلمت شوي سان، شفت انه الممثل هو حجر دومة مع المخرج. يعني قلت لك انت ما الممثل اللي بيقول، هو المخرج اللي بيقول. عملت اخراج وصار معي شيء مثل اكلا. اول مرة فت على الاستوديو وشفت البروجيكتورات والكاميرا. Le cinéma ne pardonne pas. Voilà, le cinéma s'invite au Salon du Livre cette année et c'est pour cela que notre rubrique Silence on tourne en partenariat avec la SGBL vous a accompagné durant ces 10 jours. Avec moi sur le plateau, Antoine Ouaked et Badia Massad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur donc, du documentaire dont on vient de voir un petit extrait intitulé Un certain Nasser qui sera projeté ce soir à 19h30 à la salle Montaigne du Biel. À prime abord, on pense à un autre Nasser, n'est-ce pas? On pense au président, à l'ancien président égyptien, donc Jamal Abdel Nasser, mais quand on regarde le documentaire, on remarque que vous parlez d'un autre Nasser. Parlez-nous de Georges Nasser. Pourquoi vous avez fait ce choix en particulier? Effectivement, le titre du film fait allusion à Abdel Nasser parce que quand Georges Nasser a présenté son film à Cannes, il y a une critique qui a écrit négativement sur le film en disant un certain Nasser, tel est le résultat de ce festival déprimant, en parlant spécifiquement de Abdel Nasser qui venait oui, donc, donc le jeu de mots est fait exprès. Donc le jeu de mots est fait exprès oui, parce qu'en fait c'est un certain Nasser, mais en même temps Georges Nasser, c'est pas un certain Nasser seulement, c'est le réalisateur pionnier de l'histoire du cinéma libanais. C'est le premier à avoir fait un film d'auteur libanais. 60 ans. Il y a 60 ans, en 57, et d'avoir représenté ce film à Cannes, au Festival de Cannes en compétition. Pour la première fois, le Liban, d'un film libanais, est montré dans un festival international. Excellent. Et donc, c'était un vrai défi que de parler de ce personnage qui est si important. Et vous retracez 3 histoires en une. L'histoire de Georges Nasser, l'histoire de son film et l'histoire du Liban. C'est un vrai défi, n'est-ce pas? Ouais, c'est surtout l'histoire du cinéma libanais qu'on a voulu. On a voulu raconter l'histoire de Georges Nasser, mais en racontant son histoire, on a dû raconter l'histoire du cinéma libanais, comment ça a commencé, les débuts, les défis qu'il a eu après, toutes les politiques qui ont été placées, tout ce qui a fait le cinéma libanais jusqu'à présent. Excellent. Donc on a raconté toute l'histoire de l'époque et l'histoire du cinéma libanais. Du cinéma libanais, c'est excellent. Et vous avez découvert des choses en préparant ce documentaire, ce film? Vous avez découvert des choses? Au fait, il y a une chose très importante qu'on a pu entrevoir avec recul, c'est que cette histoire du cinéma libanais, comment il est né et comment il n'arrête pas de se battre pour exister. Et il remeurt à nouveau et il renaît de ses cendres et continuel. Donc ça continue même jusqu'à aujourd'hui. C'est un même cycle, c'est un même boucle. Et les choses intéressantes qu'on a vues dans l'œuvre de Georges Nasser qui date de 57, 62, 75, et quand même c'est que c'est des sujets contemporains toujours. En 57, il parlait déjà de l'immigration, du désir du Libanais de quitter son pays, les désillusions de la vie hors du Liban, dans des pays étrangers, et de retourner finalement au Liban, ce qui arrive
toujours Encore en 2017, oui, au en 21e 2017, ouais. siècle, c'est ça. Et la projection de ce film ce soir à 19h30 va se faire en présence, n'est-ce pas? De Georges Nasser, c'est quelque chose, donc c'est une sorte d'héritage qui continue. Qu'est-ce qu'il apporte aux nouvelles générations? Georges Nasser. Oui. Georges Nasser était notre prof à l'université. Et on a appris le cinéma grâce à... Non, bon, c'était un prof, mais il nous a fait aussi transmettre sa passion pour le cinéma. Et cette passion-là, on ne la trouve pas chez beaucoup de monde. Il est resté depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Il a toujours l'amour du cinéma, la passion pour le cinéma qui n'a pas changé. Et pendant 60-70 ans, avoir vraiment un amour pour une chose, passionné. la passion, et ça ne change jamais. Pour nous, ça c'était remarquable. Et on a voulu transmettre ça dans le documentaire. Donc dans le film, on a raconté son histoire, mais c'est surtout sa passion et son amour pour le cinéma qu'on a voulu transmettre. Et j'espère que les gens qui vont voir ce film pourront admirer ça et peut-être ça va faire naître un amour ou une passion chez les gens pour le cinéma. Excellent. Merci beaucoup pour votre passage sur notre Merci à plateau. vous. Bonne chance Merci. pour la projection. À bientôt. Au revoir. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop pour rien, trop pour la vie. À présent, notre rubrique Destination Ambition en partenariat avec l'École supérieure des affaires. Bonsoir, Jihad Bitar. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes directeur de Smartesa. Quel joli nom. Donc, Smartesa, c'est quoi? Ça fait sourire, Smartesa. C'est quelque chose, on a l'impression que c'est quelque chose de léger, d'innovateur, de jeune. C'est très léger. C'est très très dur. Smartesa, c'est l'incubateur de l'ESA. Mhm. Donc c'est un véritable incubateur qui a été créé en avril de cette année. Donc c'est tout nouveau. Mhm. Et dont le but est vraiment d'aider les entrepreneurs libanais à créer des startups et développer des startups. C'est un incubateur qui a été vraiment voulu et porté par l'ESA. Et Stéphane Attali, son directeur, qui a vraiment voulu que l'ESA s'implique dans tout cet écosystème libanais qui est en pleine croissance, C'est vrai. mais aussi par la Banque du Liban Uh-huh. et l'ambassade de France. Donc l'État français aussi est très très impliqué dans le projet. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que l'entrepreneuriat va permettre vraiment la croissance de l'économie libanaise. Et quels sont les programmes offerts par cet incubateur, Gérald? Alors on a 4 programmes. Mhm. Le premier s'appelle Discover en anglais, Oui. qui est un programme de 3 semaines qui permet aux startups, aux entrepreneurs de découvrir l'entrepreneuriat. Mhm. Ceux qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat, vraiment de découvrir cela. On a un programme qui s'appelle Create Mhm. de 3 mois. Pour les personnes qui ont un projet mais qui n'ont pas encore vraiment développé l'idée, développé le projet, donc on va les aider à faire cela. On a un programme qui s'appelle Incubate de 8 mois pour les entrepreneurs dans leur première année d'existence, quand ils lancent la start-up, alors là ils y sont vraiment. Et un programme Grow pour des entrepreneurs un peu plus avancés, on va aider vraiment à ouvrir des marchés. Et combien de startups souhaitez-vous donc accompagner annuellement à peu près? Alors cette année, on en aura fait d'avril à décembre, on en aura fait 30. Quand même. 70 entrepreneurs, c'est Quand énorme. même. C'est bien. gratuit. Uh-huh. On est très sélectif par contre, et donc on est très ambitieux dans la façon dont on veut vraiment aider l'entrepreneuriat au Liban. On sent qu'il y a beaucoup d'idées comme ça qui bouillonnent dans la tête des Libanais. C'est vrai ça? Vous le remarquez aussi? On dit toujours que le Libanais est entrepreneur par nature, de naissance. Mais oui, il y a vraiment un écosystème. La Banque centrale, l'effort que la Banque centrale a fait avec la circulaire 331, qui est quelque chose qui est très discuté, a vraiment donné un boost à l'entrepreneuriat au Liban. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont très très innovateurs. Mhm. Et il faut vraiment qu'on accompagne cela parce que c'est l'avenir de l'économie libanaise. Et quels sont les avantages de Smartesa? Alors, on est affilié à l'ESA, donc, qui est quand même peut-être une des plus grandes, si ce n'est la plus grande business school au Liban. Et c'est vrai que nous, on va vraiment apporter aux entrepreneurs cette aide en management, donc en business. On va apprendre aux entrepreneurs à devenir d'excellents managers parce qu'il faut bien gérer la boîte, il ne faut pas seulement innover, il faut savoir gérer. Et donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Excellent. Merci beaucoup pour votre passage sur Merci à notre vous. plateau et bonne chance pour la suite. Merci à vous. À présent, une petite pause publicitaire. À nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous,
à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi. Dans notre rubrique Lisons ensemble ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lilette Labaki Dakash. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière. Vous avez publié un très beau roman qui s'intitule Il fut un temps. C'est un titre très nostalgique, j'ai l'impression. Pourquoi ce titre? C'est nostalgique en fait, parce que ça parle de mon village avant la guerre. Ça parle d'un endroit où on a oublié qu'on pouvait être heureux. Et j'ai écrit ce livre pour montrer qu'on a été heureux, qu'on a vécu, qu'on avait nos traditions, qu'on avait nos coutumes, nos us et coutumes, nos valeurs. En fait, tout est en perdition maintenant. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'on se rappelle quand même que le Liban a été beau un jour et que le Liban surtout a eu des traditions et qu'on a tout perdu. Donc voilà, c'est de ça que je parle. Voilà. Et donc vous parlez de ce village qui est Babdad, qui est votre village, qui est Oui. également le village de mon mari Babdad, qui est un très beau Oui, village. c'est un très beau village et qui était encore plus beau. Bon, ce n'est pas un regret. Tout évolue, tout progresse, tout s'arrange, d'accord. Mais on n'a plus de vie de village, on n'a plus... De moins en moins, il faut De dire. moins en Oui, moins, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Voilà. En fait, cette nostalgie-là, vous pensez qu'il y a des solutions à cela? Est-ce qu'on pourrait arranger des choses avec le temps? C'est vrai que la situation régionale n'aide Voilà. pas beaucoup. Voilà. Vous avez vécu à l'étranger, vous êtes revenu au Liban en 2006, Oui. alors que tout le monde partait. Oui. Donc, est-ce que c'est aussi à cause de ça que vous êtes un peu pessimiste par rapport au Liban? Non, je ne suis pas pessimiste. En fait, j'ai été déçue quand je suis rentrée parce que j'ai vécu toute ma vie comme si j'étais sur le quai d'un train en attendant de Ouais. rentrer. Et quand je suis rentrée, plus rien n'était pareil. C'est surtout les gens qui n'étaient plus pareils. C'est normal après 20 ans de guerre. Mais bon, ça a continué. C'est la spirale de l'échec. Le pays a pris la spirale de l'échec. C'est Et- dommage parce que c'était un très beau pays. Et écrire, c'est un exutoire, c'est une façon donc Oui, de faire c'est une ressortir façon- ça. voilà, c'est une façon surtout de... j'ai l'impression que tout est en notre mémoire et qu'une fois que notre génération ne sera plus là, personne ne sera témoigné. Écrire en français. Pourquoi J'ai le toujours français? écrit en français, je n'ai jamais écrit en Oui. arabe. Vous vous sentez plus à l'aise avec cette Complètement. langue? Excellent. Complètement. Ça a son charme, pourquoi? En un mot, pourquoi le français vous l'aimez? Parce que je pense que mes parents m'ont parlé français quand j'étais petite et que j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette langue. Et le fait que j'ai vécu à Paris pendant 30 ans, Oui, voilà, évidemment. m'a poussé du côté où je tombais. Merci beaucoup, Lilette Voilà. Labaki Dakash. Bonne chance pour la suite. Merci pour beaucoup. votre Merci à passage. vous. Merci. Chavire-moi tes bonheurs, fais-moi manquer d'oxygène. Bouscule-moi un peu, chahute-moi sur ton cœur. Je veux que tu me fasses voir des étoiles. Bouscule-moi un peu, étouffe-moi de baisers. Notre clin d'œil ce soir, c'est avec Maître Adib Tahamé. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous êtes avocat et auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez signé au Salon du Livre un ouvrage avec un titre qui interpelle. Et l'économie idiot, avec le point d'exclamation, c'est un titre choc. Parlez-nous-en. L'économie idiot, et c'est un cri de mettre l'économie en priorité. Parce que l'économie, ce n'est pas la finance. L'économie, ce n'est pas les transferts de capitaux. L'économie, c'est la création d'emplois. C'est de rendre le bonheur des gens possible, de leur permettre de réaliser leur vie. Et c'est le respect de la nature, de l'environnement. Et c'est de prendre en considération les soucis des jeunes. C'est ça l'économie. Le titre a été, j'ai pris le titre d'une exclamation de Clinton dans les années 92, où George Bush, auréolé de sa victoire en Irak, il se demandait pourquoi moi je suis le vainqueur de la guerre. Dans les sondages, c'est Clinton qui est en train de me battre. Et Clinton lui a dit, c'est l'économie idiot. C'est ça, donc c'est C'est ça. une clé très importante Oui. en tout, en politique. Ce sont des chroniques volontairement acerbes pour exprimer un cri, un mal-être ambiant, c'est ça? C'est ça. C'est un cri, mais aussi il faut les lire sous un autre angle, dans une perspective, au deuxième degré. Oui. Parce qu'il parle de choses un peu profondes, mais dans un langage simple pour qu'il soit accessible à tout le monde. Vous êtes optimiste ou pessimiste actuellement?
Et là, je suis optimiste. Bizarrement, je suis optimiste parce que pour la première fois, je pense que le Liban a conscience qu'il est en crise. Quand on a conscience qu'on est en crise, ça nous permet de rebondir, il faut atterrir mais rebondir. Mais là, je pense que vraiment, il y a une conscience de crise. Et dites-moi, Maître Toamé, quelles solutions sont possibles à ce stade pour relancer l'économie, comme vous le dites? La solution, il n'y a pas de solution miracle, il s'agit de modifier le modèle économique. Le modèle économique qui est basé sur le transfert de fonds, sur l'exportation des jeunes, il doit cesser. On doit créer une économie qui produit une valeur ajoutée et qui produit des services. Il faut changer le modèle, il faut changer les mentalités. Excellent. Merci beaucoup pour ce cri, merci pour ces belles chroniques et bonne chance pour la suite. À présent, dans ce face-à-face, nous allons déguster la belle poésie de Michèle Radios. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poétesse et romancière. Votre dernier né a un drôle de titre, « Nous n'irons plus en nostalgie », dites-vous. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu cet ouvrage, parce que ça m'a rappelé la chanson « Nous n'irons plus au bois ». Là-bas, les lauriers sont coupés. En nostalgie, qu'est-ce qui se passe, Michèle? Les arbres sont malades, comme le texte l'indique. Parce que Nous n'irons plus en nostalgie, c'est le titre d'un des poèmes. Et donc, voilà, j'ai voulu donner au recueil le même titre que ce poème. Et pourquoi la nostalgie? Est-ce que vous êtes nostalgique d'une certaine époque? Vos poèmes sont très profonds et aussi très jolis à lire. Mais le thème de la nostalgie est récurrent à travers tout l'ouvrage. Bon, comme le dit le titre, pourquoi la nostalgie? Vous êtes nostalgique d'une époque particulière, Michèle? Je pense qu'on est tous nostalgiques d'une certaine période d'avant-guerre, et même les gens qui n'ont pas vécu cette période-là rêvent de ce Liban qu'ils ont sublimé et sont nostalgiques d'un Liban qui devient de plus en plus inaccessible. Vous dites dans votre ouvrage une phrase que j'ai beaucoup aimée. Vous dites « Après tout, la vie n'est qu'un passage, on n'est pas là pour l'éternité ». Est-ce qu'écrire, c'est une façon de garder une trace pour cette éternité-là? Peut-être, mais encore faut-il être lu. Maintenant que le livre, il faut toujours continuer à encourager les salons et le livre, et acheter des livres pour que le livre et les mots et les phrases comme celle-ci continuent à survivre. Vous écrivez beaucoup en français. Pourquoi le français? Pourquoi la poésie également? C'est de plus en plus rare d'écrire des poésies. Parce que la langue, le choix de la langue s'est imposé à moi. C'est-à-dire que je ne me suis pas vue, enfin l'arabe, le libanais plutôt, étant aussi ma langue maternelle, je ne me suis pas vue en train d'écrire en arabe, ce n'est pas venu. Et donc j'ai choisi le français qui s'est imposé à moi. Michèle Radios, vous dites dans le poème « Nous n'irons plus en nostalgie », mais c'est bien fini, nos mémoires sont domptées, nos regards voilés, nos œillères installées, nos bretelles remontées et nos kickers rangés. C'est joli, ça fait sourire, c'est tellement beau, c'est simple. Votre style à vous, vous le voulez comme ça? Ou ça vient comme ça? Vous le voulez aussi épuré que ça, plein d'émotions également? Tout à fait. Des images qui font un petit peu... des émotions. Des émotions. Oui, et des images, et des couleurs, et beaucoup des bruits, d'images. et des parfums. Justement, à l'image des illustrations donc, signées par Jocelyne Ranagé, c'est très joli ce parallèle entre le texte et l'illustration. Et je vais dire aux téléspectateurs de ne pas rater ce soir la nuit de la poésie au Biel, donc en présence de Salah Steitié, d'Éric Emmanuel Schmitt et de Leila Simani, et aussi de nos auteurs et de nos poètes libanais dont on est tellement fiers. Qui vont, on vous attend. C'est ça, venez encourager la poésie. C'est à la poétisons, poétisons. Résistons. Résistons, c'est ça, la résistance par la poésie. Merci beaucoup, Michèle Radios. Et bonne chance pour la suite. Une petite pause publicitaire à présent.
Quel plaisir que de voir tout ce beau monde ce week-end au Salon du livre francophone de Beyrouth. Et à présent, nous passons à des ouvrages de référence très particuliers que j'ai beaucoup aimés. Des ouvrages donc qui sont écrits par José-Louis Bocquet et dessinés par Catel Muller. Bonsoir. 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 Quels beaux ouvrages. Bon, je ne vous cache pas, quand j'ai reçu ces ouvrages-là au début pour les préparer pour le salon, je me suis dit encore des pavés, regardez combien c'est gros. Mais après, quand j'ai ouvert... je me suis dit, c'est super, il y a ces beaux dessins de Catel Muller. Parlez-nous un peu d'abord des thèmes de vos ouvrages. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, on voit là 2 femmes. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que nous voulons parler d'héroïnes de la vie. Ce sont des femmes qui ont vraiment existé. Et je crois qu'on ne parle pas assez des femmes, justement. Oui. Ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenues. Excellent. Donc, et vous vous êtes dit, dans cette série, vous n'allez parler que de femmes, c'est ça? Oui, j'ai la chance d'être un homme qui travaille avec une femme. Ah Donc oui. avec la possibilité d'écrire sur les femmes avec le regard bienveillant, mais toujours critique de Catel, qui ne va pas Excellent. dessiner n'importe quoi Ah sur oui, n'importe qui. Sûrement pas, sûrement pas. Vous parlez donc de Kiki de Montparnasse, de Joséphine Baker et avant d'Olympe de Gouges. Donc toutes ces femmes-là qu'on ne connaissait pas vraiment. Bon, c'est vrai que Joséphine Baker, c'est la première icône noire de l'histoire, donc on la connaît peut-être un peu plus. Pourquoi ce choix? Il y a d'autres femmes également qui sont pionnières dans beaucoup de domaines. Pourquoi ces choix jusqu'à présent? Alors d'abord, effectivement, c'est des femmes qui nous semblent importantes pour raconter la contre-histoire de l'humanité à travers les femmes. La contre-histoire de l'humanité, j'adore. Vraiment, vous êtes féministe à fond. Merci beaucoup. Venant d'un homme, c'est super. Et puis pourquoi ces femmes particulièrement? Parce qu'elles ont aussi une vie romanesque. Vous l'avez montré, c'est la forme de bande dessinée qu'on appelle roman graphique parce qu'il y a 400 pages de bande dessinée. Mais ce qu'il nous fallait, c'est aussi des personnages romanesques avec des histoires tragiques, des histoires d'amour parfois aussi dramatiques. Voilà. C'est une histoire qu'on raconte avant tout. Avant le discours. Avant le discours. Et dites-moi, le fait donc de travailler sur ces personnages avec une histoire si importante et si dense, c'est aussi un défi donc historique d'abord, n'est-ce pas? Alors, c'est évidemment un temps très long de travail parce que moi, je dois commencer à travailler au moins 1 an avant que Catel commence à dessiner, à me documenter. Il faut que je sache tout sur l'époque, il faut que je sache tout sur les personnages que nos héroïnes vont rencontrer. Et puis ensuite, Catel, elle a évidemment un travail de dingue parce qu'il faut qu'elle mette en scène et qu'elle dessine, qu'elle reconstitue toutes ces époques. Combien Oui, mais c'est un vrai plaisir de reconstituer, de travailler sur des vivants, sur des gens qui ont existé et de leur redonner vie aussi à travers des bandes dessinées, de rendre hommage à ces femmes qui se sont battues parfois jusqu'à la mort pour nous, pour notre liberté. Ce sont pour nous vraiment des grands modèles d'émancipation, d'audace. Et finalement, ce sont, sans être des théoriciennes du féminisme, ce sont des incarnations du féminisme. Et vous pensez à la suite déjà? Alors on pense déjà, ce que je voulais juste rajouter, c'est parce qu'elle est modeste, c'est qu'elle travaille pendant 3 ans pour arriver à dessiner ses livres. Voilà. Oui, ça se voit, c'est vraiment un travail de titan. C'est un véritable hommage aussi parce qu'elles ont marqué l'humanité, chacune à leur manière, en laissant une trace internationale, je dirais. Voilà, que ce soit Kiki de Montparnasse, par exemple, avec cette photo, le violon d'Ingres, cette femme nue de dos avec des ouïes de violoncelle, était la photographie la plus diffusée au monde. Oui, dans l'inconscient collectif, elle est restée dans le monde entier. Olympe de Gouges avait écrit la déclaration des droits de la femme. L'homme et la femme naissent et demeurent égaux en droit. Tout le monde connaît la phrase, personne ne sait que c'est elle qui l'a écrite à la Révolution française. Et peu l'applique encore, hein? Et peu l'applique encore, comme vous dites. Et puis Joséphine Baker, la première noire connue, malheureusement avec une image un petit peu rétrograde quand même de femme noire nue avec des bananes, mais qui a su complètement transcender cette image, être une icône absolue et s'engager de façon humaniste dans la vie en faisant de la résistance avec le général de Gaulle, puis en adoptant 12 enfants de 12 couleurs, 12 nationalités, 12 religions différentes pour montrer au monde qu'il était possible de vivre dans la fraternité. Comme c'est joli, mais si c'est pour vous réconforter, vous avez passé 3 ans, 4 ans à faire ça, c'est très joli. J'ai pris un immense plaisir à lire ces ouvrages de référence. Et dites-moi, c'est qui la 4e? Alors le nom ne vous dira rien, mais quand on vous dira ce qu'elle fait, oui. Dites-moi, le nom c'est Alice Guy, et que faisait-elle? Alors c'est la première cinéaste française mais mondiale, cinéaste de fiction fin du 19e siècle, après les Frères Lumière. Et elle a monté avec un certain Léon qui était son patron, Léon Gaumont, la société Gaumont. D'accord. Voilà. Là, tout le monde retient, le monde entier retient la Gaumont, mais Alice Guy en revanche, elle a été oubliée de tous. Mais bravo de braquer. Elle a fait plus de 500 films sur ce genre de personnages. Et donc c'est l'histoire aussi du cinéma justement, le cinéma muet en tout cas, et c'est les origines du cinéma à travers cette
pionnière. Hein. Bonne chance. Alors, on se retrouve bientôt, peut-être l'année prochaine ou celle d'après. Non, dans 3 ans. Dans 3 ans, rendez-vous dans 3 ans. Bien. Merci infiniment. Patrick Bruel disait rendez-vous dans 10 ans. On va se retrouver dans 3 ans. Court, hein. Merci pour votre passage et bonne chance. Merci infiniment à vous. Être une femme derrière les charmes, juste une femme sans aucune arme, juste une femme. À vos marques prêts, gagnez, dit le nom de la rubrique. Et le dicton dit gagner une nouvelle langue, c'est une guerre de gagner. Bonsoir Rachida Dumas. Bonsoir. Vous êtes attachée de coopération linguistique et éducative à l'Institut français. Tout à fait. Parlez-nous un peu de la langue française, une langue gagnée par les Libanais et donc ce que vous offrez comme cours pour les Libanais qui ne sont pas encore francophones. Oui, tout à fait. Le Liban est un pays qui est francophone depuis longtemps, mais il y a aussi des publics qui ne le sont pas encore. Et donc l'Institut français offre une palette, une offre de cours extrêmement variée et aussi très très souple qui s'adresse à des jeunes, à des adultes, à des publics scolaires. Donc nous organisons des sessions avec des cours qui sont des cours soit extensifs tout au long d'une session, soit intensifs. Donc, et c'est des cours du matin, du soir, pour généralement, quels âges? ce sont des cours de l'après-midi. Et nous avons des cours tout au long de l'année, même pendant les vacances scolaires, à Pâques, pendant tout l'été, nous travaillons juillet et août. Pour adultes, pour enfants, pour tous les âges? Pour adultes et pour enfants. Donc nous avons ces dernières années beaucoup développé, et nous allons continuer à le faire auprès du jeune public, des activités qui mêlent à la fois apprentissage du français et activités ludiques. Dites-moi le fait donc de venir à ce salon donc, et de voir donc l'intérêt, l'engouement des Libanais pour le livre francophone. Ça fait quoi quand on enseigne le français, quand on gère donc l'enseignement du français à l'Institut? Mais ça nous interpelle beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement nous avons un public qui est déjà francophone. À ce public déjà francophone, nous avons à offrir généralement soit un approfondissement de la langue française, soit un approfondissement lié à un aspect culturel important. Et je pense en particulier aux jeunes étudiants qui ont besoin d'aller plus loin dans leur apprentissage de la langue française. Quant aux jeunes, c'est pareil, il faut les accompagner dans leur apprentissage, mais en même temps, ce que personnellement je souhaite, c'est qu'ils apprennent le français dans le plaisir et dans le ludique. Le français n'est pas seulement une langue scolaire, ce n'est pas rébarbatif, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut absolument que nous faisions tous les efforts possibles pour faire un enseignement agréable, ludique, qui donne envie. Voilà. Qui donne envie, c'est ça. Donne envie. Mais c'est ça, c'est un défi quand on enseigne les langues, donc de faire aimer à la personne qui est en train d'apprendre cette langue-là. Comment vous vous prenez? Alors, nous formons des professeurs. Les professeurs qui enseignent chez nous sont des professeurs très formés, qui sont formés à des méthodes aussi très récentes, qui sont aujourd'hui très communicatives. On parle aussi d'approche actionnelle et aussi avec des outils numériques qui nous permettent aussi de répondre, je dirais, à ce que sont aujourd'hui les apprenants d'aujourd'hui qui apprennent aussi avec les outils numériques. Excellent. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les téléspectateurs qui nous suivent ce Écoutez, soir? nous organisons aussi des certifications aux côtés des cours de langue et des préparations à ces certifications, sachant que certaines certifications, et je pense en particulier à celle que l'on appelle le B2, est très importante pour pouvoir entrer dans une université française ou même une université francophone libanaise. Mais j'ai envie de dire, venez chez nous, venez apprendre le français. C'est quelque chose qui vous enrichira, qui sera un plus pour votre carrière professionnelle et avec laquelle vous pourrez partager non seulement une langue, mais une culture et des valeurs. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Et dites-moi, donc, quand vous voyez des gens qui ne savent pas du tout parler français et qui, à l'issue des cours, commencent à parler, sont intéressés, c'est ont une des merveille étincelles dans les yeux. Vous savez, quand on les voit s'exprimer, quand on va les interroger, qu'ils nous répondent et qu'on sent tout le plaisir qu'ils ont à formuler ce qu'ils veulent dire,
on a un sentiment qui est un sentiment merveilleux. On se dit, ça y est, on l'a fait, on a réussi. C'est super. Voilà. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Bonne chance pour la Merci suite. beaucoup. N'hésitez pas, je voulais dire à tous ceux qui ont envie d'apprendre le français de venir chez nous, de nous appeler, de regarder notre page Facebook. Donc celle de l'Institut français. Celle de l'Institut français. N'oublions pas aussi que nous avons des antennes dans les autres villes du dans les Liban, régions, à oui. Tripoli, à Deir el-Amar, à Jounieh, à Saïda, à Zahle, Nabatieh, Tyr. Donc voilà, nous essayons d'avoir dans ce réseau, d'offrir le meilleur du le français. meilleur de la langue française. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Cherif Majdalani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de toutes les rentrées littéraires, auteur primé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que cette reconnaissance vous fait-elle? Elle me réjouit, elle me fait plaisir et en même temps, j'essaye d'éviter de me focaliser trop dessus pour ne pas, parce que ça peut mettre sous pression aussi. Justement. Parce que j'essaye d'éviter la pression, donc je mets ça un peu loin et j'en suis très heureux aussi en même temps. En tout cas, vous êtes toujours occupé par vos ouvrages, que peut-être vous n'avez pas le temps de penser à tout ça. Votre dernier ouvrage, c'est L'Empereur à pied, celui que vous signez ici dans le cadre du Salon du Livre. C'est un ouvrage très différent. En le lisant, j'ai eu l'impression de voir une sorte de dentelle qui est en train de se faire, de fil en aiguille. Racontez-nous un peu comment vous avez écrit cet ouvrage, pourquoi ce thème-là, l'Empereur à pied, pourquoi les montagnes du Kesserwan? Le montagne du Kesserwan, c'est vous qui le dites. Non, mais certainement, ça se situe plus ou moins dans cette région-là. J'aime bien que vous parliez de dentelle, même si évidemment c'est un livre qui parle d'un homme puissant, d'une descendance très turbulente. Et en même temps, probablement que le style est très travaillé, donc il y a cette dichotomie. Alors c'est l'histoire d'un personnage qui naît de la montagne, donc j'ai voulu vraiment raconter les montagnes du Liban à travers leur émanation qui est ce personnage, et ensuite sa descendance qui quitte les montagnes, qui va vers la plaine, la côte, et après qui part dans les pays du monde. Donc c'est un roman sur le Liban et sur le monde. Justement, et ce propriétaire terrien dont vous parlez impose une règle bizarroïde à ses descendants. Une sorte de serment, malédiction. Pourquoi ce sujet en particulier? Écoutez, j'avais besoin de raconter 150 ans de l'histoire du Liban, de la montagne vers la côte, avec les transformations économiques, les transformations du rapport du Libanais à la montagne, à la terre elle-même. Et il me fallait quelque chose qui puisse faire tenir 6 générations, parce que c'est pas évident de raconter une génération après l'autre, c'est ennuyeux. Il fallait quelque chose qui la fasse tenir. J'ai eu cette idée qui m'a permis évidemment de créer deux sortes de générations en fait, parce qu'il y a la génération des descendants qui restent et qui s'occupent des biens libanais, et il y a les générations des cadets qui partent parce qu'ils sont obligés de partir. Donc ça m'a permis de faire le roman des sédentaires et des nomades en même temps. Mais c'est ça, c'est le Liban finalement. Oui. Là, les Libanais qui sont là, la diaspora qui est à l'étranger. C'est un thème qui est très, très intéressant. Et comme vous dites, il y a beaucoup d'histoire dedans. Pourquoi l'histoire? Tellement d'histoires dans vos ouvrages, Cherif L'histoire, Majdalani. il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'anecdotes. C'est ce qui fait que c'est intéressant, je crois. Et puis c'est ce qui fait vivre le livre et qui tient le lecteur en haleine. Et ensuite, je pense qu'une vie sans événements, sans anecdotes, n'est pas intéressante. Et tous ces personnages sont aussi les descendants de cet empereur qui était un personnage un peu fou, complètement déraisonnable. Et leur vie est déraisonnable aussi. Donc il fallait que ça soit déraisonnable jusqu'au bout. N'est-ce pas? Vous dites dans votre ouvrage, donc, j'ai toujours aimé les années 30 à Beyrouth. C'est le narrateur qui le dit. Est-ce que c'est une nostalgie que vous avez vous-même? J'ai pas de nostalgie. Enfin, bien sûr, j'ai une nostalgie. Les années 30, je ne les ai pas connues. Donc c'est une nostalgie d'un monde qu'on nous a raconté, que l'on voit dans les photos, etc. Et j'ai toujours imaginé le Liban et Beyrouth dans les années 30 comme un pays très calme, très agréable à vivre, comme ça. Et donc oui, effectivement, j'ai une nostalgie, mais pour quelque chose que je n'ai pas connu. Et dans votre ouvrage, dans cet ouvrage-là, votre personnage cultive des terres très difficiles, en haute montagne, une mission presque impossible, et il arrive à relever ce défi. Est-ce que c'est un message d'espoir, qui veut peu, que vous lancez? Non, il n'y a pas de message, parce qu'il n'y a pas de message dans mes livres. Je décris une situation, et ce personnage, il est surtout l'illustration de la volonté de réussir, de la volonté de se dépasser. Et s'il y a un message, mais je n'aime pas beaucoup le message, il y a l'idée effectivement qu'on ne se réalise que si on travaille et qu'on se met un défi et qu'on réussit à l'accomplir. C'est ça. C'est ce que vous faites vous-même? Oui, je pense, oui, il me semble. Merci beaucoup, Cherif Merci Majdalani, et bonne chance pour vos signatures et vos rencontres. Merci. Merci.
À présent, et pour terminer notre émission ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Bassam Lahoud, photographe et enseignant à l'université. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous ai merci arraché Elsa. à votre signature pour parler de cet ouvrage, ce très bel ouvrage à propos de Amchit, Oui, qui est votre ville natale. Parlez-nous un peu. bien sûr. Ben, écoutez, ça c'est un travail de 12 ans. Je dû ramasser partout, dans les maisons, à l'extérieur, à l'étranger, sur Internet. Et j'ai essayé de trouver des photos qui relatent l'histoire de Amchit et des Amchitiotes de 1860 à 1960. Excellent, j'ai aimé Amchitiot. Hein? Mais oui, mais parce que nous, on dit Amchitiote, on ne dit pas Amchitia. Ah oui. Et les Amchitiotes étaient partout, pas seulement à Amchit, mais ils étaient partout au Liban et à l'étranger. Donc, dans ce livre, il y a à peu près 3000 photos donc, de Amchit, mais aussi, on a Charles de Gaulle qui est dans le livre. Ah oui. Par exemple. Pourquoi on a Charles de Fayrouz, Gaulle parce qu'ils étaient à Amchit, Ah ils étaient à oui. Byblos avec des Amchitiotes. Donc, on voit le président Bchar al-Khouri, on voit le président Chamoun, parce que mon oncle était l'aide de camp du président Bchar al-Khouri. Donc, il y a des photos de l'indépendance, d'accord. il y a des photos des occasions officielles. Il y a les Américains, il y a les Français, il y a tout le monde. Il y a toute l'histoire du Liban dans Et il y a cet l'histoire ouvrage. du Liban à travers Amchit. C'est Je ne joli. suis pas chauvin, mais quand même, Amchit a été quand même... elle a fait partie de l'histoire. De l'histoire. Et quelles sont vos plus belles photos dans cet ouvrage, vous qui êtes photographe professionnel? Les plus belles photos, ce sont celles qui sont prises entre 1860 et 1900. Parce que vraiment, elles sont très, on dit en anglais, genuine. Oui, très authentiques. Très authentiques. Voilà. C'est pas des selfies, hein, mais je trouve que ces photos nous montrent la nostalgie du Liban. Hein, et c'est ça qui nous manque parce que finalement, on montre un petit peu un paysage qui était beau. Il n'y avait pas de ciment, hein, il n'y avait pas de béton et on n'était pas embêtant. En béton, en bétonné. Eh en oui, béton. en bétonné, voilà. Donc, non, mais c'est un livre de 2 volumes, de 780 pages. Et toutes les photos sont vraiment de très très haute qualité. Elles sont meilleures, donc l'impression est meilleure que la photo authentique. Ah, c'est excellent. Parce qu'on ça. a dû digitaliser Oui. des photos avec un procédé de drum scan et ça a donné une qualité. Dites-moi, Bassam Lahoud, vous qui faites le tour du monde, en prenant des clichés et des photos partout, c'est quoi votre endroit préféré? Est-ce que je peux dire Amchit? Oui, vous pouvez. je savais que vous alliez dire Amchit. Mais puisque c'est le livre Amchit, c'est Amchit. Mais en fait, partout là où je vais dans le monde, il y a toujours un endroit préféré dans chaque pays où je vais. Ah, c'est joli Et ça. cet endroit particulier qui est vraiment enchantant, c'est là où je rencontre des gens. Parce que ce sont les gens qui font que ce pays est vraiment beau différent. et attrayant et Voilà. différent. Merci beaucoup, bonne chance pour Ben, la je suite t'en prie, merci de votre Elsa. signature et à bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il y a des gens qui m'ont dit à mes Mia que tu peux faire danser tout, même un éléphant. Ben on va voir. On va voir si on peut faire danser une vache, swinger un cochon. Who knows? Je suis très touché par cette chèvre. De photographe en photographe avec de très belles images du Liban et ça fait le plaisir, je pense, de tous les lecteurs qui aiment ces beaux ouvrages. Nous passons à Maison et Saison de Dédi Choueiri. Bonsoir, comment Salut. allez-vous? Vous Salut. êtes un habitué de mes émissions. Dédi Choueiri, parlez-nous de ce très bel ouvrage et pourquoi cette fois vous êtes attardé sur les maisons et les saisons? Enfin, pourquoi des saisons? C'est l'un des premiers projets que j'ai conçu depuis 2010. C'était là le premier projet, le premier livre, même avant celui de la réserve du Chouf. C'est en 4 saisons, d'abord, et en 4 chapitres alors. Le Liban, aucune trace humaine, le beau Liban, le très bel landscape, comme celui-là par exemple. Les beaux paysages. En plein automne. Ah oui, c'est le paysage là, automnal de Liban, du Liban en Et puis, novembre. le deuxième chapitre, c'est les maisons traditionnelles qui sont englouties par la nature libanaise, qui est chantée par Fayrouz, par les paroles de Rahbani et Ah d'autres, oui, là, on comme en celle-là voit, par exemple, oui. à Tanourin Tahta. Voilà. Et puis le troisième chapitre, là, ça commence en contraste avec les deux premiers.
c'est les maisons traditionnelles toujours, mais englouties dans le béton. Dans le béton, là aussi, Oui, voilà. tous les photographes et tous Alors, les Libanais tu vois, celle-là, baptisent du béton. c'est une photo icône où tu vois les maisons, la maison qui est engloutie dans la nature, Oui. la partie droite, la partie gauche, le béton qui qui- envahit Beyrouth. Oh Et là puis, là. dans la deuxième, troisième page, vous allez voir de pire en pire, pour arriver au dernier chapitre, c'est le béton total. Ah oui, C'est la ça fait catastrophe mal totale. aux yeux, ça fait mal aux yeux. C'est Ce si livre, beau il de est le hommage montrer. à Maroun Aboud, Oui. notre grand poète. Et la préface, déjà, elle a été faite par, je remercie énormément, par Bérine Farhan et Walid Aboud. Excellent. Merci beaucoup pour votre Je t'en prie, passage. je t'en prie. Bonne chance pour la suite. À bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est ainsi, chers téléspectateurs, que notre émission prend fin. Rendez-vous demain pour le dernier jour du 24e Salon du livre francophone de Beyrouth. Venez nombreux ici et assistez à notre dernière émission demain. À bientôt. Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres